Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien. Et ce matin, on a mis nos chaussons les plus confortables car on a décidé de bichonner nos pieds. Eh ben oui, nos pieds vont mal. Pourtant, ce sont eux qui contrôlent notre posture et notre équilibre. Si on en prend soin, plus de douleur, on se sent plus léger dans le corps, mais aussi dans la tête. La preuve avec le sommaire. Est-ce que vous saviez que le stress s'imprime aussi dans nos pieds? La réflexologue Oriane Diguet nous initie aux vertus relaxantes de la réflexologie plantaire. Préparez-vous à prendre votre pied en main. Un Français sur 7 fantasme sur les pieds. On explore ce territoire aussi intime que méconnu avec la sexologue Cécilia Como. Amis fétichistes et curieux, restez avec nous. Et puis enfin, nos pieds sont doués d'une incroyable dextérité, du moins ceux de Sarah. Née sans bras, cette jeune femme pleine de vie a appris à les utiliser pour cuisiner, se maquiller ou s'occuper de sa fille. Elle nous raconte sa vie hors du commun qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Sarah s'en explique. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande, des questions très bienveillantes. Donc il n'y avait pas du tout cette méchanceté ou cette curiosité déplacée. Leur répondre par l'image, c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus fort que leur répondre par commentaire. C'est-à-dire comment tu fais pour cuisiner, comment tu fais pour t'habiller, comment tu fais pour te maquiller, pour prendre ta douche, pour t'occuper de ton enfant. Et aussi, mon rôle de maman a été aussi l'un de mes plus grands défis. Et pour prendre son pied en tout bien tout honneur, l'équipe de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman, mais également notre experte, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS de classe exceptionnelle, Sylvie Chocron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Agathe. Bonjour Ali. Il n'arrive pas à le dire chaque semaine. Bonjour bizarre, Agathe. ouais. Je sais pas, il n'arrive pas à me dire bonjour. C'est comme si je parlais à un vieux pote. Salut Agathe. Ah oui, c'est un peu ce que je suis. Est-ce que vous savez qu'un quart des os du corps humain se trouve dans notre pied? Non. Vous ne saviez pas? 26 précisément. Vous avez essayé de me piéger, mais je savais ça. Et c'est une découverte fascinante quand même. En tout cas pour Stan, qui a voulu célébrer ce chef-d'œuvre de la nature. Ah, quel panard, comme on dit. Agathe, si nos pieds sont indispensables à nos vies, c'est qu'ils sont au cœur même de notre évolution. Commençons par l'étape 1, il y a 4 millions d'années, quand l'Homo sapiens est devenu Homo erectus et qu'il s'est redressé. Là, tout a changé. Nos mains se sont libérées et en maniant des objets ou en fabriquant des outils, nos capacités cognitives se sont développées. Et pour maîtriser cette bipédie, nos pieds se sont alors métamorphosés. Le gros orteil s'est aligné, la voûte plantaire s'est développée pour amortir nos pas et nous propulser vers l'avant. Ainsi, notre système locomoteur est devenu bien plus économe en énergie pour permettre à notre cerveau de grossir. Et c'est ainsi que nous sommes passés à l'étape 2 de l'évolution de nos pieds. Il y a 2,8 millions d'années, en maîtrisant la marche, nous avons pu expérimenter l'endurance et l'exploration de nouvelles contrées pour aller chasser, ce qui a favorisé la coopération et l'émergence de structures sociales complexes. Ça aussi, gros booster de capacité cognitive. Et attendez qu'on passe à l'étape 3 de l'évolution de nos pieds, l'invention de la chaussure, il y a 10 000 ans. En protégeant nos pieds, nous avons expérimenté l'expansion géographique et la sédentarisation. Autant de facteurs qui nous ont rendus toujours plus intelligents. Oui, si nous sommes en haut de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'un beau jour, un de nos ancêtres a décidé de se lever sur ses petites pattes arrière. Alors on dit merci qui? Merci nos pieds. Le souci, c'est que depuis l'ère moderne, nous sommes entrés dans une phase de régression. À force de rester assis 8 heures par jour devant un écran, marche arrière toute, on sollicite de moins en moins nos pieds, au point que notre petit orteil pourrait bientôt fusionner avec le reste de nos doigts de pied. Et pourquoi pas disparaître un jour? Mon Dieu. Ah oui. En parcourant cette frise, je suis sûr que vous constatez la même chose que moi. Pendant des millions d'années, nos pieds ont été le moteur de notre développement cérébral. De là à dire que si nous devenons de plus en plus cons, c'est parce que nous marchons de moins en moins, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais avouez que ça mérite réflexion, non? Oh oui, Stanislas. D'ailleurs, Sylvie, on vient de le voir avec Stan, nos pieds ont fabriqué notre intelligence. Pieds et cerveau dialoguent en permanence, comme en atteste ce réflexe archaïque des chatouilles. Mais oui, Bah bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est si important les pieds pour notre cerveau? Parce que, vous l'avez remarqué, le seul contact qu'on a avec l'environnement, c'est par les pieds. Et donc, du coup, c'est ce contact entre les pieds et le sol
qui va déterminer notre posture, nos déplacements, la prise de conscience de risques éventuels, d'obstacles. Et c'est pour ça que les chatouilles, on est si chatouilleux sur les pieds. C'est pas juste quelque chose d'anecdotique. C'est parce que toute substance, tout objet qui vient toucher la voûte plantaire nous alerte sur un danger éventuel. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se protège. Donc oui, les pieds, c'est extrêmement important pour le cerveau. Non seulement, comme l'a dit Stan, pour le déplacement, pour la connaissance du milieu environnant dans lequel on est, de la terre, du sol lisse, de l'eau, etc. Mais aussi parce que Stan ne l'a pas dit, mais une fois qu'on est devenu bipède, ça nous a permis aussi, en nous redressant, d'explorer visuellement de manière complètement différente, d'explorer au loin. Et cette station debout, elle assure non seulement le bon contact avec le milieu extérieur, mais aussi une très large exploration de l'environnement autour de nous. Alors on l'a dit, nos pieds vont mal, on les utilise de moins en moins pour marcher, on les enferme dans des chaussures trop étroites et quand on presse le pas, c'est sur des sols sans relief. Résultat, nos petons ne font plus leur job, ils se fragilisent et les déséquilibres posturaux apparaissent. Mais les Français en ont-ils conscience? Sarah Cadour est allée leur poser la question. Je veux de l'argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Mon chou. Ça va les bourges? Attendez, avant que je m'assoie, il faut que je ressente la terre. Tout bienvenue dans ma réalité. Voilà, impressionnant. Ah, c'est quoi ce Comment truc ça là va les man? Ça va. Quelle horreur. Ah, le rat. Le rat. Ah, Ça va? oui. Tout va bien? Ouais, la danse était incroyable. Ce petit rat là, super. Ouais, cette société de consommation vous a pas eu, vous êtes encore avec nous. Voilà, parce que moi je vous le dis, depuis que je marche pieds nus et que je me suis reconnectée à la terre, j'ai changé. Avant j'étais comme vous, matérialiste, stressée. Je voulais des sacs de luxe, des chaussures, un plan épargne logement et aujourd'hui je possède 3 choses seulement. Un Sorwell, un rat de compagnie et surtout la paix intérieure, Ali. Et des dreadlocks. Et des dreadlocks. Ça vous embouche un coin? Bah ouais, parce que marcher pieds nus, c'est pas juste marcher, man. C'est se reconnecter à Gaïa. Voilà, à chaque fois que je fais des petits pas comme ça, à la rosée du matin, je capte les ondes positives de la nature et je me dis respire. Respire, man, t'es en vie. Respire, man, t'es en vie. T'es en vie, voilà. On est là, on cherche tous le bonheur de Babylone dans la richesse, alors qu'il est là, sous nos pieds, oui. Le bonheur est dans le pied. Et les Français que j'ai rencontrés. Oh là là. Regardez, cool, man, ça va, c'est des pieds, man, cool, ça va. Je reçois des photos de pieds, parce que moi j'adore les pieds. Ah, c'est pas vrai. Ouais, ça c'est les pieds d'une copine à moi. Là, je vais faire mes ongles demain, donc si tu veux, je t'envoie une photo. Tu pourras m'envoyer une photo de tes pieds? Sérieux? J'adore, parce que là je peux pas les prendre en photo vite fait pour ma conso perso. Vite fait avant de commencer, ça va me faire du bien. Ah, j'adore. Alors les pieds avec les collants, c'est ma passion. Voilà, pointe, flex, tourne-les un peu, genre ouh. Oh là là, purée, j'adore les... Ah non, mais je te jure, j'adore les pieds, moi. Je peux les renifler un peu? Non, mais un tout petit peu. Ouais. Ah, mais j'aime trop. Vraiment, j'adore. Je les regarde, ça me relaxe, en fait. Ah ouais? Ouais. Ça va, je rigolais. Ouais. Aimez-vous vos pieds ou alors êtes-vous complexé par vos pieds? Quand j'étais plus jeune, ça allait. Je trouve ça moche, les pieds. Ouais. C'est beau avec du vernis, tout. J'ai rien contre eux, en tout cas, ils sont sympas. Je peux voir un pied? Pas mal, les pieds. Ça va, j'ai de la chance, imagine, j'aurais pas coupé mes ongles. Ouais, ils sont bien coupés, bravo. Pour vous, c'est quoi vos critères? C'est quoi un beau pied? Harmonieux, sans callosité, évidemment. Les ongles propres et bien découpés. Un beau pied, c'est un pied qui a quand même du caractère. Hein. Des pieds bien entretenus, quoi. Pas des ongles qui ressemblent à des courses, quoi. C'est quoi que vous aimez le plus sur vos pieds? Ma voûte plantaire. Ah, Oui, parce qu'elle me permet de bien remuer, bien marcher. J'ai le pied grec. ah. Et je trouve que ça fait joli. Dans quelle situation vos pieds ont pu vous complexer? Quand j'étais jeune, je détestais mes pieds et même au bord de la plage, je restais en chaussettes. Oh. Qu'est-ce que vous savez faire avec vos pieds? Danser, j'aime danser. Vous dansez sur quoi? Le Madison. On se fait un petit Madison? Ah oui, super. Allez, ça part. Yeppa! Hey, belle voûte plantaire! Bravo! Est-ce que c'est important des beaux pieds chez le partenaire? Ah ouais.
Ah ouais, moi c'est rédhibitoire. Ok. Ah ouais, si la personne a des mauvais pieds, ça passe pas quoi. Même si elle est très Ah, jolie non, et très non. intelligente. Non, ça passe pas. Même si c'est Rihanna. Ah non, non, non. Bon. Mais si c'est pas de sa faute. Ah mais c'est pas de la mienne non plus. Mais s'ils sont propres. Mais il faut que ça soit beau. Donc, non, non. Oh, vous êtes dur en affaires, hein. Est-ce que vous avez déjà rencontré un fétichiste? Quelqu'un qui aimait les pieds? Oh, bah, il y en a sûrement, mais qui le disent pas ouvertement. On en connaît tous un. Ouais, ouais. Je pense à Ali Rébéi en plateau. Ah, Ouh là là, il mate les petons. oh là là. Oh, Bah, c'est bon à savoir, hein. vous n'êtes pas fétichiste, vous? Ah, pas du tout. Même pas une petite léchouille de temps en temps? Ah, pas, oh là, pas du tout, non. Non, non. Est-ce que vous avez déjà fait des choses un peu olé olé avec vos pieds? Ah ça oui, parce que je contrôle. Là, c'est moi qui gère mon pied. L'été, vous portez des chaussures plutôt ouvertes ou fermées? Ouverte, quand je peux. Moi aussi, moi toujours ouverte, j'adore. Ouais, ouais. Et en fait, je décore un peu mes pieds. Là, cet été, j'avais fait ça, c'est beau, non? Oh, ah oui. Oh, magnifique. Ouais, c'est trop mignon. Vous aimez? J'aime tout, sauf les ongles tranchants. C'est la mode hein, à Pékin. Hein. Mais c'est quoi ces pieds En fait, j'étais bien bronzée, du coup, je me suis dit, Un dinosaure. Déjà, les ongles, c'était moche. c'est pas beau? Plus les bagues, alors là, c'est super moche. Et en plus, t'as des pieds de 90 ans, là. Ouais, c'est pas cool, ça. Franchement, ça me... Non, mais ça me Je vexe. suis désolé, je suis pas hypocrite. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous faites attention aux chaussures que vous portez? Moi, j'adore avoir des talons. Malheureusement, j'en porte de moins en moins. Mais on est Voilà. d'accord, c'est une C'est torture magnifique. quand même Mais pour c'est nos une pieds, les torture. talons gros. Mais alors, ça, la ligne que ça donne. Hein. Mais moi, je pense pas que ça soit un truc de ouf non plus. Hein. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Comment ça? Ben, je vais vous faire défiler en talons. On va moins faire le malin. Allez, hop, c'est bien, on tourne, pas mal. Et... Ça te va bien. Ça fait mal hein, au pied. Hein. Vous voyez ce qu'on subit? Bah oui, maintenant oui, mais ouais, après, c'est vraiment des talons hauts. Hein. Allez, à bientôt. Et ben voilà, chais. Eh oui, écoutez, c'est pas grave aux insultes. Depuis Non. que j'ai mon petit rat, vous savez, je suis détachée de toute cette société de consommation. En tout cas, j'espère que le message est passé. C'est passé. Prenez soin de vos pieds. Moi, depuis que je marche pieds nus, ils n'ont jamais été aussi heureux. Il a peur, Regardez, il a peur, Ali. Sentez le bonheur, Ali. Sentez le bonheur. Regardez, reniflez-moi ça, Ali. Allez-y. Merci beaucoup. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse. De toute façon, j'ai une démo Diabolo sur Parvite France Télé. Allez, à tout à l'heure. Salut Zaz. Qui fera mon bonheur, moi je veux crever. Nos pieds sont indispensables à notre bien-être et notre santé, Ali. Vous le saviez? bien sûr. Merci. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, Pierre Schlenger. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes podologue, vous êtes l'auteur du livre Prenez soin de vos de vos pieds. C'est aux éditions de Books Supérieur. Donc, c'est un ouvrage qui est absolument passionnant, Pierre, dans lequel vous rappelez que les pieds sont les fondations du corps, au fond, une pièce centrale de notre équilibre global. Ça veut dire que des pieds en mauvaise santé, c'est tout le reste du corps qui morfle. Oui, absolument. En fait, le pied, c'est vraiment la base de notre corps. Si le pied ne va pas bien, forcément, il y aura des répercussions sur l'ensemble du corps, notamment... C'est-à-dire des douleurs Des douleurs, notamment. Bah, effectivement, si on a la moindre douleur type corps, une irritation sur la peau, sur les ongles, forcément, notre marche va être troublée et il va avoir des répercussions sur les genoux, sur les hanches, sur le dos. Le pied, c'est un véritable organe sensoriel qui est bardé de 5000 capteurs qui nous informent tous les jours sur notre posture et comment est-ce qu'on doit bien marcher. C'est vraiment la base de notre corps auquel il faut prendre soin tous les jours. Pierre, votre mission, préserver la bonne santé de nos pieds pour dire adieu aux douleurs posturales. On va donc passer en revue vos grands commandements. Premier commandement, il faut marcher et il est bon de le marteler. Absolument. La marche, c'est vraiment ce que j'appelle le premier médicament, dans le sens où ce n'est pas le médicament qui soigne tout, ce n'est pas le plus puissant. Mais par contre, c'est vraiment la base sur laquelle on ne peut pas renier. Toute personne qui ne marche pas est une personne en mauvaise santé. Donc, quelqu'un qui va marcher tous les jours, respecter les critères de l'OMS, donc 30 minutes de marche par jour, va avoir plus de 5 ans d'espérance de vie de plus que quelqu'un qui est sédentaire. Ça, c'est formidable. C'est de la marche rapide ou de la marche normale? Alors, ce qui est fantastique avec la marche, c'est que plus vous en faites rapidement et plus vous avez des bénéfices sur la santé. Je disais 5 ans d'espérance de vie lorsqu'on fait une marche normale, mais par contre, lorsqu'on parle de marche rapide, on peut espérer jusqu'à 7 à 12 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport à quelqu'un qui est vissé sur son siège. Demain, j'y vais. Ok, justement, parce que marcher pour prendre soin de sa santé, ok,
Mais encore faut-il savoir marcher, hein, Pierre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire? Et on vous sert de cobaye avec Ali. On y va? Allez, regardez. En fait, je ne vais pas vous apprendre à marcher. On sait tous marcher. Le pied est un organe extrêmement complexe qui vous donne tellement plus d'informations, il est tellement plus intelligent que moi. Et par contre, je vais vous donner quelques recommandations et je vais surtout vous demander de bien vous focaliser sur la manière de marcher. L'attaque du talon, d'abord. Généralement, on l'attaque par l'extérieur, dans un angle de 15 degrés, et ensuite on va finir vers l'intérieur. C'est pour ça que la majorité des gens qui viennent en cabinet et qui sont étonnés d'avoir une usure sur l'extérieur de leur talon, cette usure elle est tout à fait normale. On va appuyer sur le milieu du pied, et ensuite il y a cette troisième phase qui est souvent oubliée, la phase de propulsion. En fait, on a dans nos chaussures des pieds qui sont de plus en plus feignants, on les utilise pas assez. Il faut savoir que nos pieds sont pas suffisamment musclés la plupart du temps. Et pour ça, il faut marcher vite. Et il faut aussi bien faire attention à agripper le sol avec ses pieds et à pousser. Donnez du tonus à votre marche et vous aurez des bénéfices sur votre santé physique bien, Ali. et psychique. Ouais. On sent l'expérience d'Ali, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'il marche bien. Ouais. Oh Ah, là là, ouais. mais c'est des Sylvie, on a raison de marcher. La marche, elle est pleine de bénéfices sur le plan cognitif aussi, psychologique, Mais social, oui, tout ça. On parlait des découvertes pendant la marche. On sait que effectivement, la marche, ça va stimuler l'attention, la mémoire, le raisonnement, la résolution de problèmes, mais aussi tous les aspects un petit peu plus psychologiques, c'est-à-dire que avoir une discussion un peu sérieuse avec quelqu'un en marchant à côté de lui plutôt que d'être assis en face à face, ça marche. Ça va libérer exactement, ça va libérer la parole, ça va permettre d'aborder des sujets qu'on n'aborderait pas sinon. Donc oui, la marche, ça a des bénéfices non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et sur le plan cognitif. Et créatif. Oui, oui, c'est pour Moi, ça que mes j'ai dit romans résolution sont de problème. nés dans la marche. Bien sûr. Mais Et quand on a- d'expérience, les plus grandes et les plus belles conversations que j'ai eues avec mon amoureux, c'est en marchant. Peut-être aussi parce qu'on est l'un à côté de l'autre. Voilà, et que ça on se libère regarde pas, qu'il y a moins de Et pudeur. puis surtout, vos pas s'alignent, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Quand vous marchez avec quelqu'un et que vous êtes dans une interaction avec lui, la distance des pas va s'aligner. Pierre Schlinger, on n'en a pas fini avec vous. Dans un instant, vous nous révélerez comment l'hygiène et le bon choix de chaussures sont deux commandements indispensables à la bonne santé de nos pieds. Mais d'abord, intéressons-nous à leur incroyable dextérité grâce aux témoins de Marie-Treille Stéphanie. Oui, dans la catégorie Les fabuleux pouvoirs du corps humain, laissez-moi vous présenter Sarah Talby. Sarah est née sans bras suite à une maladie congénitale. Mais vous allez le voir, son corps et son cerveau s'y sont remarquablement adaptés pour lui permettre d'évoluer dans la vie sans être entravée par l'absence de ses membres supérieurs. Dès l'enfance, elle a fait de ses pieds ses mains. Pour écrire, manger, s'habiller, pour absolument tout, vous allez le voir, avec une précision et une dextérité dignes des meilleurs doigts de fée. Son plus grand défi, la maternité, trouver les moyens d'accompagner sa fille au quotidien. Alors je vous préviens tout de suite, n'attendez pas de Sarah qu'elle s'apitoie sur son sort ou qu'elle cherche une quelconque compassion. Pour elle, la vie est trop courte et ce qui compte, c'est de profiter pleinement et de s'accomplir dans sa passion, la peinture. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour répondre à nos questions. Vous êtes venue de Bruxelles. Est-ce que ça s'est bien passé le voyage en train? Très bien passé, oui. C'est-à-dire que l'accès au train est relativement facile. Après, c'est sûr que mon corps a ses limites. Étant donné que mes mains sont enfermées dans des chaussures, fatalement, j'ai besoin d'effectivement ce que j'appelle des coups de main. C'est intéressant ce que vous dites, vos mains sont enfermées dans des chaussures. Racontez-nous cette adaptation que vous avez mis en œuvre toute votre vie. C'est-à-dire que je suis née sans membre supérieur, donc ni main ni bras. Et mon cerveau, par instinct de survie, s'est connecté à mes pieds. Et par exemple, quand on est bébé, on met tout en bouche. Mais moi, je faisais exactement la même chose, sauf que c'était avec mes pieds. Les médecins ne savaient pas très bien comment ma situation évoluerait. Ils se sont rendus compte eux-mêmes que je faisais tout avec les pieds. Prendre mon biberon, mettre mes orteils dans les prises. Oui, ça, je l'ai fait. C'est le corps qui s'est tout simplement adapté à ma situation. Et comment on fait justement quand on vit avec ses mains dans les chaussures? Je m'adapte. C'est plus facile en été, c'est sûr, quand je peux mettre des chaussures plus faciles d'accès. Mais c'est vrai que quand j'interagis, quand je dois écrire, quand j'allais par exemple à l'université, je mets des chaussettes tout simplement.
Parce que vous faites absolument tous les gestes du quotidien, c'est incroyable. D'ailleurs, vous avez décidé de filmer un peu votre vie. Pourquoi vous avez fait cette démarche ? Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande, des questions très bienveillantes. Donc il n'y avait pas du tout cette méchanceté ou cette curiosité déplacée. Leur répondre par l'image, c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus fort que leur répondre par commentaire. C'est-à-dire comment tu fais pour cuisiner, comment tu fais pour t'habiller, comment tu fais pour te maquiller, pour prendre ta douche, pour t'occuper de ton enfant. Et aussi, mon rôle de maman a été aussi l'un de mes plus grands défis. Vous pouvez faire absolument tout. Vous maquiller, mettre du vernis. Vous avez appris ou ça vient naturellement ? C'est vraiment comme vous, avec vos mains. C'est comme si moi, je vous disais comment vous avez fait pour apprendre à mettre des chaussettes avec vos mains. Donc, mon cerveau est vraiment connecté à mes pieds. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas autre chose. C'est pas comme si j'avais été amputée. C'est une autre dimension. Donc, comment je l'ai fait ? Je ne sais moi-même pas. Par contre, oui, l'entraînement, c'est tous les jours. C'est comme un sportif de haut niveau, finalement. Tous les jours, faire ce geste me permet de garder cette souplesse. Mon handicap, c'est mon sport. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à appréhender ? De donner la main à ma fille dans la rue. Ça, c'est très difficile. C'est vrai que quand ma fille a commencé à avoir 2 ans et demi, 3 ans, où enfin c'est l'âge où on peut sortir de la poussette, moi, ça a été ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir lui tenir la main. Et donc, j'ai mis en place un système où elle tenait ma manche. Et en fait, ça s'est tellement bien mis en place que parfois, elle voulait aller, par exemple, toucher le sapin de Noël. Eh bien, elle me tirait, alors qu'en fait, elle pouvait juste me lâcher. C'est dingue. Mais en fait, son cerveau était vraiment connecté au fait que la manche de maman, c'est tenir maman. Sarah s'est donc adaptée naturellement à son environnement. Il n'empêche qu'elle ne peut pas tout faire et ses limites, elle les accepte humblement. Moi, la frustration, c'est un compagnon de vie. Quand je dis je suis sportif, c'est pas seulement physique. En fait, un sportif, il est avant tout sportif dans sa tête. Gérer cette fatigue mentale, ça fait partie du lot. Mais je peux pas baisser les bras, j'ai envie de dire. Est-ce que, selon vous, il y a une chose que vous faites mieux avec vos pieds que nous, on fait avec nos mains ? Je pense vraiment que mes pieds sont mes mains. Quand j'écris, souvent on me dit « Ah, t'écris mieux que moi ». Ben oui, mais c'est mon écriture. Je vous ai vu aussi beaucoup peindre. Alors, je crois que si j'avais eu des mains, je serais aussi artiste peintre. Parce qu'à ce moment-là, je suis hors du temps, en fait, quand je peins. C'est ma passion. Vous aimez beaucoup les activités manuelles. Oui, c'est ça qui est aussi très paradoxal. C'est que j'aime cuisiner, j'aime bricoler, j'aime peindre. Et c'est juste que je le fais avec les pieds. Mais sinon, c'est les mêmes passions que quelqu'un qui aurait 2 mains. C'est hallucinant. Vous avez été captivée, je vous regardais voir le sujet. Bravo à Sarah. Avec ce témoignage, on se dit qu'il est temps de mettre en lumière des corps différents pour les normaliser, pour voir de la diversité. L'habileté de Sarah est fascinante, il faut le dire. Ce que je retiens de nos échanges, c'est cette phrase qu'elle a répétée plusieurs fois pendant l'interview. Il faut savoir accepter ses limites, faire preuve de créativité et repenser les défis en fonction de ses propres capacités. Sylvie, avec Sarah, on mesure les super pouvoirs qui se cachent dans nos orteils. Est-ce que nos pieds ont quelque part gardé un peu de leur fonction de préhension ? En fait, vous parlez des super pouvoirs des pieds de Sarah, c'est surtout les super pouvoirs de son cerveau. Oui, bien sûr. Parce que, en réalité, à l'origine, nos pieds étaient des organes qui permettaient d'attraper, d'avoir une préhension. Vous savez, les singes ont gardé la capacité d'utiliser les pieds comme les mains. Et donc, au départ, on avait cette capacité-là. On l'a perdue au profit de la marche pour les pieds et de la préhension et des gestes fins pour les mains. Mais notre cerveau, il a cette capacité incroyable de pouvoir revenir à ce stade-là où les pieds peuvent réacquérir les fonctions vraiment manuelles. Et d'ailleurs, à plusieurs moments dans le reportage, elle dit « Mais il ne faut pas me demander comment je fais, mes pieds, ce sont mes mains. » Et en réalité, effectivement, le cerveau va déployer toutes les capacités qu'il a pour donner aux pieds les mêmes fonctions que les mains, donc la précision du geste, la sensibilité. En plus de ça, elle dit « Mon handicap, c'est mon sport » parce qu'évidemment, la limite, c'est la souplesse, puisque quand on la voit manger avec ses pieds ou couper les carottes, etc., c'est sûr que ça demande une forme de souplesse. Mais le cerveau a cette plasticité cérébrale, dont on parle souvent, qui est la capacité de se réorganiser en fonction d'une contrainte, d'une expérience. Et là, en l'occurrence, la contrainte, c'est de ne pas avoir de main. Et donc, elle va pouvoir
développer avec ses pieds tout ce qu'elle pourrait faire avec ses mains. Et donc ça vous donne une idée de tout ce que votre cerveau peut faire pour résoudre un problème, s'il y a un problème qui vous est posé. Par contre, ce que j'ai remarqué sur ce reportage, c'est que j'ai l'impression qu'elle a un hallux valgus. Vous savez, cette déviation du gros orteil. Oui, dont on va reparler d'ailleurs. Oui. On va reparler après. Mais ça montre bien que ce genre de choses qui, dans une chaussure, peut poser problème, pour elle, par contre, c'est un avantage. Ah, c'est vrai. Oui, parce que ça lui donne plus de souplesse. Et en fait, c'est une déformation qu'on appelle aussi le pied ancestral. Pourquoi ? Parce que notre ancêtre commun avec les primates avait justement un pouce opposable, non pas juste au niveau des doigts de la main, mais aussi au niveau des pieds, pour de la préhension et aussi pour les premières espèces arboricoles avant l'Homo sapiens. C'était intéressant d'avoir cette capacité de préhension comme ça. Et elle, c'est un véritable avantage qu'elle a. Et elle l'a magnifié, comme vous l'avez très bien dit. Cet avantage-là, elle l'a perfectionné avec sa pratique. Moi, je vais vous parler d'un désavantage, parce qu'on va parler du pire ennemi du pied féminin. Vous l'avez, évidemment, le pire ennemi. Un énième outil d'érotisation du corps féminin, censé cambrer le dos, projeter les poitrines, galber les hanches et nous faire pas mal d'entorses. J'en ai eu 2 à cause de talons, c'est vrai, sur les pavés bruxellois. C'est un véritable outil de torture que dénonce Elsa Wolinski. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Les pieds des femmes, Ali, les pieds des femmes, une longue histoire de contraintes. Vous avez 1 heure devant vous, là? Oui. J'ai plein de choses à vous raconter. D'ailleurs, ça suffit maintenant, il y en a marre de nous martyriser les pieds, qu'on ait mal dans des chaussures trop fermées. D'ailleurs, moi, ce matin, je suis en chaussons. Ah oui, comme nous. Ah oui, Bah ouais. ah, mais très joli en plus. Ouais, j'ai du goût quand même. Hein. Non mais parce que quand on regarde l'histoire, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que depuis des siècles, les pieds des femmes, finalement, sont martyrisés, sont contraints, sont enfermés. On ne choisit pas, en fait, ce qu'on a envie de porter. Ils sont maltraités. L'exemple le plus extrême, effectivement, se trouve en Chine, la Chine impériale. Pendant près de 1000 ans, Sylvie, on a pratiqué ce qu'on a appelé le bandage des pieds, c'est-à-dire qu'on bandait, alors, on demandait aux jeunes filles, enfin, on ne demandait pas du tout, on ne demandait rien aux jeunes filles, on leur bandait les orteils pour qu'ils soient complètement recroquevillés comme ça contre les pieds, pour que le pied fasse pas plus de 10 cm. Donc effectivement, évidemment, ça faisait mal, évidemment, c'était une torture, évidemment, elle ne pouvait pas marcher, enfin, c'était l'horreur. Et alors, ce petit pied, cette mode du petit pied n'est pas restée qu'en Chine, c'était descendu jusqu'en Europe, en fait, c'est allé jusqu'en Europe. Et là, pardon, je ne vous ai pas dit, ça s'appelait le lotus d'or, en fait, en Chine. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. C'est de la torture. C'est une vraie torture. Ils sont recroquevillés et ils ont fusionné avec le reste du pied. Effectivement, avec le pied. Donc en Europe, pareil, 18e, 19e siècle, c'est la mode exige aussi de porter des petits pieds, de porter des chaussures très fins, d'avoir des petits pieds très délicats. Donc les chaussures deviennent étroites, rigides, impossibles en fait à porter. Les bottines serrent les pieds comme dans un étau, en fait c'est horrible. Les pointes écrasent les orteils. On parlait même à l'époque du pied le plus mignon. Et en fait le pied pareil, le plus mignon, c'était vraiment en fait... Plus il paraissait petit, plus il était fragile et plus il était en fait engoncé dans des chaussures. Et pareil, on ne pouvait pas marcher. De toute façon, c'est après qu'arrivent, et là, les talons. Mais ça, je ne le savais pas. C'est qu'en fait, les talons arrivent avec les hommes. Les talons arrivent avec les cavaliers perses au XVIe siècle. Le talon permettait de mieux s'accrocher dans les étriers des chevaux. Et quand cette mode arrive en Europe, les aristocrates, évidemment, vont l'adopter immédiatement. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Louis XIV, le roi Soleil, qui va adorer porter des chaussures à talons hauts avec des semelles rouges, évidemment. À l'époque, plus le talon est haut, et plus on est noble, moins on marche, plus on est chic, évidemment. Et c'est après, en fait, que les hommes vont laisser tomber cette mode et que la mode va arriver aux femmes. Petit à petit, le talon va devenir symbole de féminité, évidemment, d'élégance, mais aussi, bien sûr, de quoi, à votre avis ? D'obligations sociales et d'injonctions. À Cannes, en fait, on a interdit à une journaliste, une co-rédactrice en chef du journal Variety, du journal américain Variety, de monter les marches de Cannes parce qu'elle n'avait pas de haut talon. Et du coup, elle a tweeté. Et du coup, ensuite, les actrices américaines, Kristen Stewart, par exemple, est arrivée sur les marches de Cannes. Elle a carrément enlevé ses chaussures. Julia Roberts, très jolie image, a monté les marches pieds nus. Donc c'était quand même un très joli symbole, effectivement. Et en même temps,
le sujet reste assez complexe parce que pour certaines femmes, le talon, c'est seulement une contrainte. Effectivement, mais pour d'autres, c'est aussi un moyen de s'affirmer. Quand on travaille, par exemple, dans un univers professionnel très masculin, certaines femmes expliquent que c'est aussi important d'être aussi à la hauteur d'homme, d'avoir aussi cette différence-là, de donner une allure un peu plus assurée et qu'elles ont ça grâce aux talons. Donc, en fait, l'idée des talons, c'est ne pas les bannir, bien sûr, mais juste d'avoir ce choix de pouvoir les porter ou pas. Si moi, par exemple, ce matin, on me dit pourquoi vous portez des chaussons? Mais parce que c'est mon corps, c'est mes pieds, c'est mon choix. Exactement. Maintenant, lâchez-nous la grappe. Merci beaucoup, Elsa. Pierre Schlinger, ça fait des siècles que le pied féminin est compressé, donc Elsa l'a très bien dit. Et pourtant, il faut quand même le dire, on est très contente si on a le fameux escarpin à semelle rouge. On en rêve, en tout cas. Oui, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais c'est mauvais, c'est une hérésie de porter des talons pour les pieds. Non, absolument. Les talons hauts, en fait, c'est un peu comme le champagne, en fait. C'est avec modération, c'est occasionnel. C'est pas un chaussage de tous les jours et qui respecte vraiment le pied. À partir de 3 cm de talons, on va déjà avoir une répartition des pressions vers l'avant-pied. À partir de 4 cm, on va avoir 2/3 de notre pression du corps sur l'avant-pied. Et lorsqu'on est à 6 cm de talon, et on y arrive quand même assez facilement, c'est 3/4 de notre pression qui arrive sur l'avant-pied, qui est à l'origine forcément de déformations des orteils, déformations qui vont donner des corps sur les orteils, des hallux valgus. Tout ça, c'est responsable d'énormément de douleurs. C'est pas seulement la hauteur du talon, mais c'est aussi la largeur de l'avant-pied, ça va de pair. Ce genre de choses, c'est à porter de temps en temps. D'accord, donc occasionnellement. Alors Sylvie, porter des talons hauts abîme le corps, mais c'est aussi épuisant pour notre cerveau. Oui, alors en général, vous savez, on a l'habitude de prendre l'exemple de la marche pour dire que c'est une activité automatisée. Et la meilleure preuve, c'est qu'on peut discuter en marchant. Ça, c'est quand on marche avec des chaussures plates sur un sol régulier. Maintenant, mettez des talons aiguilles et marchez soit sur un sol déjà normal, soit sur un sol verglacé. Et vous allez voir à quel point notre marche se désautomatise et à quel point ça nécessite de l'attention. Et donc je souris parce que hier, j'avais justement des escarpins à porter avec modération. J'ai quand même failli tomber 2 fois dans le métro, tellement ça demande de l'attention et tellement on perd l'habitude de cette attention, c'est épuisant. Et figurez-vous qu'à New York, il y a une course en talons aiguilles qui est organisée pour les femmes, donc le summum de la contrainte, du contrôle, et c'est fatigant physiquement, mais c'est fatigant aussi intellectuellement, moralement, parce que ça demande énormément d'attention, non seulement de marcher, mais surtout de courir avec des talons. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'autre conséquence des talons hauts, c'est le fameux hallux valgus. Vous avez dit que c'était super pour le témoin de Marie, mais bon, là, on sait que on appelle ça plutôt l'oignon des pieds, donc c'est pas forcément super pour le commun des mortels. Et les femmes sont 4 fois plus touchées que les hommes. Il y a une femme sur 3 qui a un hallux valgus, et le risque, il est multiplié chez celles qui portent régulièrement des escarpins et ou des chaussures étroites, en fait. Donc, quand il est là, cet hallux valgus, donc qui est si fréquent, comment on le traite? L'hallux valgus, déjà, pour débunker un petit peu ce qu'on pourrait croire un peu trop rapidement, qui est juste une déviation du gros orteil comme ça, avant tout, le problème principal de l'hallux valgus, c'est une cause génétique. C'est le métatarsien, l'os qui est juste en arrière, avant votre articulation, qui est trop sur l'extérieur. Donc, il apparaît à quel âge, généralement, d'ailleurs? L'hallux valgus, ça peut apparaître assez tôt. Ça peut apparaître en fin d'adolescence. Ah oui? Mais par contre, un hallux valgus douloureux, qui est vraiment apparu dans sa forme, qui est sensible, ça peut arriver un petit peu plus tard. Inflammatoire, alors? Inflammatoire. Donc, le problème de l'hallux valgus, c'est pas tellement cette déviation d'orteil. C'est surtout que votre pied est plus large que les gabarits de chaussures du commerce. Il ne rentre pas dans des chaussures standards. Par conséquent, ça vient frotter sur le côté de l'articulation, ça vient faire une pseudo-tumeur osseuse, exactement comme le stylo au contact de votre doigt, vous faites la bosse de l'écrivain. C'est exactement la même chose que vous faites ici. Donc en fait, le problème, c'est pas l'hallux valgus, ce sont les chaussures qui ne sont pas adaptées à l'hallux valgus. Effectivement, c'est une pathologie en grande partie génétique, mais c'est véritablement la chaussure qui déclenche la pathologie. Il peut aussi y avoir des causes hormonales, notamment lors de la ménopause.
Il peut y avoir aussi le fait qu'on a un problème de Manquait plus que rétention ça, dites veineuse. donc. Ouais. Bah ouais, si on a les pieds qui gonflent, par exemple. Le plus important, encore une fois, c'est la chaussure. On peut faire des semelles orthopédiques, on peut faire des exercices d'auto-rééducation, il peut y avoir des attelles de redressement. Tout ça, c'est intéressant. C'est pas obligatoire de se faire opérer. C'est pas obligatoire de se faire opérer. L'opération, il y a 2 indications principales. Soit vous avez des douleurs handicapantes quotidiennes et vous avez essayé tous les traitements médicaux, les conseils de chaussage, les semelles orthopédiques, ça n'a pas fonctionné, vous vous faites opérer. Et la deuxième indication à l'opération, c'est lorsque vous avez trop de déformations au niveau de votre avant-pied, parce qu'effectivement, la luxe valgus cause énormément d'effets secondaires qui va déformer tout l'avant-pied. Certaines personnes ne peuvent plus rentrer dans les chaussures du commerce. Dans ce cas-là, inévitablement, on se fait opérer. Moi j'avais une question, désolé pour l'odeur, mais en fait vous en avez parlé vite fait. C'est les semelles. Pas sur la table, en plus. C'est un petit 37 ça. Les semelles orthopédiques, voilà, moi je m'en suis fait faire parce que j'ai Mais des non. problèmes de dos depuis des années. Elles sont crades. Et j'ai l'impression que ça va mieux. Bah oui, je les porte tous les jours, c'est le principe. Et je voulais savoir, est-ce que ça fonctionne vraiment ce type de semelles? Alors les semelles orthopédiques, il faut vraiment se dire que c'est un dispositif médical réalisé sur mesure par rapport à votre pointure, votre forme de pied et vos problèmes. Et oui, effectivement, les preuves scientifiques de l'efficacité des semelles, il y en a. Voilà. Mais vous conseillez d'y aller, ça c'est vertueux, je veux dire, c'est pas vain, quoi. Absolument, bah oui, bien entendu, sous condition que vous ayez des bonnes chaussures. Si vous avez des mauvaises chaussures, si vous êtes en escarpin, bah malheureusement vous pourrez mettre des semelles. Et à la bonne taille en plus, parce que du coup, en général, on prend la taille au-dessus de sa vraie taille. Pourquoi on a des semelles orthopédiques? Le dos, les problèmes de posture, la luxe valgus, qu'est-ce que j'oublie? Tout ce qui va être problème de genou, problème méniscaux par exemple. Si on a un ménisque interne ou externe qui fait mal, on peut orienter le pied à l'intérieur ou à l'extérieur. La répercussion va se faire sur le tibia qui va s'incliner et on va pouvoir appuyer sur l'intérieur ou l'extérieur du genou. Tout ce qu'on va mettre sous le pied va avoir des répercussions sur tout l'appareil locomoteur. Et donc, on va pouvoir, par ce biais, traiter de nombreuses pathologies. Jusqu'à la mâchoire, c'est Jusqu'aux mâchoires, oui, parce qu'on peut rééquilibrer l'articulation temporomandibulaire en mettant des semelles. Alors, Pierre Schlinger, à propos d'escarpins, on passe à votre nouveau commandement pour préserver la santé de ses pieds, le choix des chaussures. Quels conseils pouvez-vous donner à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour faire le choix des bonnes chaussures? Alors, il n'y a pas une chaussure idéale et qui convient à absolument tout le monde. Et on va dire que si vous n'avez pas de pathologie particulière, vous n'avez pas de déformation, vous n'avez pas de douleur, bah c'est une chaussure qui est neutre que vous devez choisir. Une sneakers, une basket, un mocassin, quelque chose qui est plat, qui est fin, qui va légèrement amortir vos pas, parce qu'on est tous en train de marcher sur du bitume, sur du béton, des sols qui sont très très durs, mais on ne va pas dans l'excès, dans la hauteur de talon. Et par contre, lorsqu'on va avoir des pathologies, bah là c'est le rôle du pédicure podologue de vous orienter, de vous donner des choix qui sont particuliers par rapport à votre pied. Vous dites qu'il faut acheter les chaussures en fin de journée. Alors absolument, c'est très important de les choisir plutôt en fin de journée parce que le pied, c'est formidable, il s'adapte, il transpire et puis aussi il gonfle. Et ben on n'a pas forcément la même pointure en début et en fin de journée. Bien prendre le temps d'essayer en magasin quelques minutes et se déchausser, contrôler l'état de votre peau au niveau des pieds. Est-ce qu'il y a des zones de rougeur? Est-ce qu'il y a des coutures qui auraient pu imprimer la peau de votre pied, qui sont des signaux que la chaussure n'est pas tout à fait adaptée à votre pied? Et est-ce qu'on peut acheter des chaussures de seconde main? Moi, c'est quelque chose que je déconseille absolument. Déjà, c'est un peu crado parce qu'on a transpiré dedans. La sueur, ça crée de l'humidité. C'est fabuleux pour développer des mycoses et des verrues plantaires. C'est sombre et tout ça, ça stagne à l'intérieur. Et puis la deuxième chose, c'est quelqu'un qui a chaussé cette paire de chaussures, il l'a déformée, il a imprimé ses empreintes dedans. Et donc, vous, lorsque vous allez marcher dessus, vous allez marcher sur une chaussure dont la structure est déjà biaisée et qui peut tout à fait vous créer des problèmes. J'ai vraiment une question mode qui me tracasse. Regardez ces photos, je ne sais pas quoi penser de ces chaussures qui sont fendues à l'avant, un peu façon tongue. C'est bien simple, les modeux et les modeuses se l'arrachent. Ça s'appelle des tabis, des souliers fendus, comme je vous l'ai dit. Et puis ça s'inspire de la traditionnelle chaussette japonaise du 15e siècle. C'est une maison de haute couture qui l'a popularisée chez nous. Il paraît que les enfiler permet de retrouver des sensations de pieds nus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment sympa à porter? Bon, sur l'esthétisme, je sais pas, chacun a ses goûts. Ça part d'une bonne idée, en fait. Se dire que je vais réaligner un peu le gros orteil,
qui est souvent trop comprimé, qui ne fonctionne pas bien dans son axe. Souvent, c'est des chaussures qui sont effectivement souples, qui vont donner de l'aisance aux orteils pour essayer de ne pas trop les comprimer. Donc l'idée est bonne, mais c'est juste qu'on peut faire beaucoup plus simple. En fait, vous pouvez prendre simplement des chaussures qui sont bien souples, bien larges, à la bonne pointure, des semelles qui ne sont pas trop épaisses. Et finalement, en termes de prévention des pathologies, en fait, on est aussi bien. Alors, savez-vous que les pieds sont de véritables outils anti-stress? C'est tout le postulat de la réflexologie plantaire, appuyé sur certains points précis du pied pour mettre l'organisme en mode détente. Notre journaliste Marianne Moing, qui est un peu à cran en ce moment, a accepté de tester pour nous cette discipline ancestrale. Partons à la découverte de la réflexologie plantaire, une pratique bien-être inspirée de la médecine traditionnelle chinoise qui vise un équilibre global entre le corps et l'esprit. Et c'est Oriane Diguet qui, pied en main, accompagne ses clients en quête d'harmonie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les bases de la réflexologie plantaire? La réflexologie plantaire, ça envoie à deux notions. La première notion, c'est les reflets. Donc, on a le reflet de son corps sur nos pieds. Par exemple, le cœur qui est à gauche, on le retrouve sur notre pied gauche. Le foie qui est à droite, sur notre pied droit. Et les organes qui sont pairs, par exemple les reins, sur nos deux pieds. Et la deuxième notion, c'est la notion de réflexe. C'est-à-dire que quand on va aller toucher une zone, on envoie un message le long des terminaisons nerveuses à notre cerveau. C'est un peu comme si j'agissais à distance sur la zone. Un peu comme si on avait une télécommande et que je pouvais appuyer sur des petits boutons. En stimulant les différents points clés de nos pieds, la réflexologie plantaire a pour objectif d'agir sur le corps et ses fonctions physiologiques pour soulager nos problèmes du quotidien. Mes clientes, elles viennent et elles me mettent des mots sur des mots. Mais moi, quand je vais aller toucher une zone, il y a d'autres choses qui vont se révéler. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une cliente qui vient pour de la constipation. Alors certes, oui, je vais aller toucher la zone du côlon, la zone du ventre. Mais par contre, si je vais aller toucher les lombaires, là, elles vont dire oui. Oui, parce que quand on est constipé, on est bien serré au niveau de la ceinture, du bassin. Donc moi, en allant travailler sur le bassin, peut-être qu'on va débloquer quelque chose. À ce jour, les études scientifiques indiquent que la réflexologie plantaire peut réduire le stress, l'anxiété et certaines douleurs. Avouez que ça ne peut pas faire de mal. Oriane, je m'allonge là? Exactement, la tête ici, les pieds ici. Allez. Il est donc temps de chouchouter mes pieds pour évacuer la pression. Allonger les pieds. Ouais. Alors, quand on a un client qui est stressé, bloqué émotionnellement et physiquement, on a deux axes à travailler en premier. C'est d'abord l'axe vertical du corps, qui est notre colonne vertébrale. Et le deuxième axe, c'est l'axe horizontal du corps, c'est le fameux diaphragme. Après avoir pris soin de ma colonne, Oriane s'occupe de mon diaphragme, l'organe par excellence de la détente et de la respiration. Sur mes pieds, il se situe sur cette ligne, sous mes coussinets. C'est vraiment cette ligne qui nous permet de réouvrir la cage thoracique et d'avoir une amplitude. Grâce à ces mouvements de lissage, je dis ciao à l'apnée liée au stress et je respire à nouveau. Et voilà Marianne, c'est fini pour aujourd'hui. Oh, c'était bien. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et est-ce qu'il y a des techniques que je peux faire chez moi, d'automassage peut-être? Bien sûr. On va aller travailler tout le bout des orteils. Donc le bout des orteils, c'est tout le système sensoriel et le système nerveux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 30 secondes sur chaque orteil, en commençant par le pouce et en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Okay. Et sur chaque pied. Cet automassage anti-stress est à reproduire chez soi sans modération. Merci Oriane. Merci pour l'astuce. Petite précision importante quand même, la réflexologie plantaire, c'est une pratique bien-être qui vient bien sûr en complément d'un suivi médical classique. Elle ne le remplace pas. Mais cela dit, un massage des pieds, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc allez-y gaiement. C'est même souvent un des moyens les plus efficaces pour relâcher la pression parce que la plante des pieds, c'est une zone qui est ultra connectée au cerveau. D'ailleurs, il y a une manière très simple et gratuite de réveiller tous ces capteurs sensoriels, c'est marcher pieds nus sur le sable, sur l'herbe, dans la nature, comme l'avait fait d'ailleurs Marianne pendant une précédente expérience dans Bel et Bien. Alors, c'est vrai que c'est assez extraordinaire de marcher sur l'herbe. Ah oui, ça c'est l'herbe génial. fraîche le matin, là, c'est au début du génial. printemps et tout. Voilà, on l'a fait quand le printemps est revenu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On était tous les deux là sur les pâquerettes. D'ailleurs, ça c'est moi, vous êtes derrière. Regardez comme on est bien. Après, on s'est allongé, mais on vous le dira pas. Pierre Schlinger, calmez-vous, Pierre. Pierre. Marcher va nu-pied. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Parce qu'on dit avec Alix, c'est hyper agréable, mais est-ce qu'il faut le faire? Ouais, absolument. La marche pieds nus, ça a que des bénéfices. Le podologue qui est en moi peut que vous le conseiller. Dès que vous êtes à la maison, si vous avez un jardin, allez-y.
En chaussettes aussi, c'est pas mal. Mis à part pour les personnes qui sont diabétiques, qui ont des problèmes de troubles de la coagulation. Mais par contre, ça a des effets qui sont formidables. D'un point de vue musculaire, ça développe la musculature intrinsèque du pied. Et il faut savoir que les pieds, on dit souvent que c'est comme un second cœur. Ça fait office comme une pompe qu'il faut utiliser. Il faut laisser la voûte plantaire bien s'écraser sur le sol. Et ça va relancer la circulation qui est nécessaire et qui a besoin de cette pression-là. Le pied, c'est fantastique. Il faut l'utiliser. Et l'utiliser pieds nus, c'est formidable pour sa circulation sanguine. Le pied, c'est fantastique. On va retenir cette phrase ce matin. Ouais. C'est la base de tout. Alors Sylvie, à propos de ce lien entre stress et pied, comment un état anxieux chronique peut-il aller jusqu'à modifier notre posture, notre façon de marcher et même favoriser un affaissement de la voûte plantaire? Vous savez que le stress, ça nous maintient dans un état d'alerte, dans un état de tension permanente. Et donc, du coup, ça peut provoquer vraiment des anomalies de la posture, du fait de ces contractions, de cette tension musculaire dans tout le corps. Et de la même manière, quand on va marcher, on ne va pas dérouler le pied, justement, comme on l'a vu auparavant. Mais cette tension, elle va modifier le contact entre la voûte plantaire et le sol. Et de ce fait, ce n'est pas le stress qui est responsable des douleurs de pied ou de dos, mais il contribue en fait à dérégler notre marche. Et donc, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des talalgies, par exemple, des douleurs au niveau du talon, simplement par mauvaise attaque et mauvaise souplesse de nos pieds quand on marche. Et quand on va traiter le stress, souvent, on va voir aussi la posture se normaliser, la marche se normaliser et toutes ces tensions musculaires, ces douleurs et ces anomalies de la marche disparaître. Donc oui, c'est important de se poser la question du stress quand on a toutes ces difficultés à marcher. Sylvie, si nos pieds sont si sensibles, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment les fakirs arrivent à marcher sur des braises en étant tout à fait chill, oui, comme si de rien n'était? C'est une excellente question. Vous savez que la douleur, c'est une sensation qui est fabriquée par notre cerveau. Et d'ailleurs, on apprend ce qui nous fait mal. Quand un enfant se fait mal, il se retourne vers ses parents pour voir comment il devrait réagir à cette douleur. Là, ça brûle la peau quand même, Sylvie. Alors, on peut, dans la mesure où on le répète à chaque fois, on le martèle dans cette émission, c'est vraiment le cerveau qui construit la perception, y compris la perception douloureuse. Et donc, le sujet, le fakir qui va marcher sur du feu, sur des débris de verre, sur des clous, etc., il peut à la fois préparer son cerveau pour atténuer la réponse sensorielle qu'il va avoir quand il va avoir ce type de pratique. Il peut à la fois générer des antidouleurs naturelles, des endorphines. Donc il peut être dans un état de concentration tel qu'en réalité son cerveau va annuler la perception douloureuse. Et donc, de fait, c'est un apprentissage, je pourrais dire, de la construction et de la gestion de la douleur. Les pieds sont ambivalents. Pour 26% de la population, c'est une source de dégoût. Je pense à l'humoriste Gad Elmaleh qui parle souvent de ce dégoût des pieds. Vous aussi, Marie? Moi, ça va. Oui, franchement, merci de nous en inquiéter. 50% des femmes avouent les avoir déjà cachées dans le sable à cause d'un complexe. Et puis, il y a celles et ceux pour qui le pied est un objet de désir, voire de fantasme. On explore la face cachée du fétichisme des pieds avec notre invité coup de cœur, vraiment coup de cœur. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Cécilia Como. Alors Cécilia Como, non seulement on l'adore. Voilà, non seulement vous êtes et elles sont Ils sont bons en plus. Voilà, vous êtes C'est bien fait de venir. l'égérie d'Ali Rebéi, mais en plus vous êtes psychanalyste, thérapeute de couple, mais c'est en qualité de sexologue qu'on vous reçoit ce matin parce que sexologue clinicienne. Oui, qui rencontre des gens. Oui, voilà. Pas sexologue dans son coin. Voilà. On va explorer avec vous donc ce drôle d'objet de désir, Cécilia. Mais avant de parler de fétichisme des pieds précisément, moi j'aimerais que vous définissiez ce qu'est le fétichisme. C'est quoi cette notion ? Alors, en mots simples, c'est une attirance sexuelle où l'excitation et la satisfaction sexuelle sont centrées sur une partie du corps, sur un objet ou sur une matière. Cuir, latex. Mais je voudrais, puisqu'on va parler du fétichisme des pieds, juste bien définir deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt
fétichiste, qui est une préférence qui va venir enrichir la sexualité. Et puis, il y a le trouble fétichiste, et c'est un peu... C'est quand ça devient obsessionnel. C'est quand ça devient indispensable. Et il n'y en a pas fait, de plaisir sans ça. Exactement, et que ça fait souffrir la personne, et que surtout, ça complique énormément la vie relationnelle. Alors aujourd'hui, le fétichisme s'affiche sans complexe sur les principales plateformes qui vendent du contenu érotique en ligne. La chanteuse britannique Lily Allen, que vous connaissez notamment pour ce titre, eh bien Lily Allen déclare gagner mieux sa vie en vendant ses photos de pieds qu'avec ses chansons. Comment expliquez-vous que les pieds soient une telle source de fantasmes ? D'abord parce que c'est le fantasme le plus répandu, parce que comme l'a dit Elsa, c'est pas du tout récent, on a des traces dans l'Antiquité, la Chine impériale avait un culte cruel sur les pieds, donc ça remonte à très longtemps. Et donc OnlyFans a mis en relation... Rappelez ce qu'est OnlyFans ? C'est le site dont on parle où, effectivement, beaucoup de jeunes femmes se sont rendues compte que vendre des photos de leurs pieds, c'était extrêmement rémunérateur. Et pour cause, c'est parce qu'il y a énormément d'hommes intéressés par ces photos-là. Donc, Internet et ces plateformes ont juste ont visibilisé et monétisé ce genre de phénomène. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des acheteurs, des abonnés, ils considèrent que c'est plus acceptable socialement parce qu'ils ne réclament pas et ils n'obtiennent pas, ils n'achètent pas des photos sexuelles. Mais du côté des vendeuses, si vous les interrogez, elles aussi, elles considèrent qu'elles donnent un contenu intime qui ne va pas dans la pornographie. Donc, moralement, elles ne voient pas... Exactement. C'est ça. Est-ce que le pied est un symbole phallique ? Non. En fait, c'est pas ce qu'a voulu dire, si vous parlez de Sigmund Freud. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que c'était une solution psychique pour régler le problème de castration. C'est-à-dire qu'au moment où un garçon réalisait que sa mère n'avait pas de pénis, vraisemblablement, et c'est pour ça que c'est très remis en question, parce que vous imaginez qu'elle est quand même fragile, la théorie, il aurait vu les pieds. Ah oui. Et que, voilà. Donc on lui a quand même rétorqué qu'on est dans une époque, l'Autriche du XXe siècle, c'est quand même, elles montent pas beaucoup leurs pieds en réalité. Dis-moi, Sigmund. Là, franchement, donc ça a été quand même extrêmement... Non, ce qui est le plus probable, c'est que c'est neurobiologique et que dans notre cortex somatosensoriel, ça, ce qui est sûr, c'est que la zone des pieds est très près de la zone des organes génitaux. Et qu'à un moment donné, ça démarre tôt, toutes les paraphilies ou toutes les fantasmes atypiques, on retrouve des traces vers 8 ans, vers 9 ans. Alors, c'est pas du tout sexualisé comme ça le sera, mais du coup, il y a eu une association, en fait, entre un événement, voire des pieds, et un ressenti... Donc ça remonterait à l'enfance, quand même, d'après votre expérience. Oui, et Jean-Jacques Rousseau le dit. Quand il dit qu'il était adepte de la soumission, il raconte que d'après lui, ça a démarré quand il a pris une fessée cul nu sur les genoux de sa nourrice. C'est son expérience. Il avait le sentiment qu'il a été à la fois, c'est très ambigu, à la fois ça faisait mal, et à la fois excité. Et les patients qui me racontent aussi des expériences masochistes, on voit bien qu'il y a eu un peu comme une collusion entre une excitation et quelque chose qui, intrinsèquement, n'a aucune signification érotique. Vous êtes bien sur France 2 en ce Pardon. matin. C'est adorable. Alors, à partir de quand le fétichisme des pieds devient pathologique et est-ce que ça doit se soigner ? Et est-ce que ça se soigne ? Alors, je pense que la question n'est pas de soigner parce que c'est pas une maladie et le fétichisme, c'est pas un problème en soi. En revanche, là où vous avez raison, c'est que ça devient une question thérapeutique quand la personne elle-même en souffre,
quand ça envahit sa vie sexuelle et quand ça ruine, disons-le, ses relations sentimentales. À ce moment-là, on va plus conseiller aux gens de faire des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, en sachant qu'on ne supprimera pas le fétiche. Mais on veut aider la personne à avoir une relation sexuelle plus globale et être moins contrainte par son fétiche. Ça ressemble à quoi la sexualité d'un fétichiste? Désolé, je sais que je vais me Ça faire gronder, je sais l'intrigue, qu'il est tôt, mais Alors, ça il veut ressemble un à quoi? schéma. Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Enfin, comment ça fonctionne? C'est Je veux des variable. récits. Non mais voilà, votre mission c'est de rendre ça absolument pas vulgaire, mais imagé. Parfois, c'est juste regarder. Mais non, en fait. Cécilia Como n'est jamais Mais vulgaire. merci. C'est vrai, c'est Je vrai. ne peux pas faire je m'en vulgaire même excuse. si je voulais. Pardon. C'est variable si on part de l'intérêt psychique, l'intérêt fétichiste, qui est psychique aussi. Les pieds vont être un élément d'excitation comme les autres, c'est-à-dire comme de la lingerie, une voix, une odeur. Et la personne va aimer les caresser, les regarder, les toucher. Mais c'est un élément parmi d'autres éléments. Là où ça se complique, c'est quand les pieds deviennent le centre du scénario érotique. Et alors là, on a regardé des pieds, les embrasser, les lécher, les renifler, les observer, parce que c'est une sexualité très ritualisée. La sexualité fétichiste. Et après, on a un stade où là, on est beaucoup plus en difficulté sur une relation à deux, c'est quand ça devient un élément absolument indispensable et il ne peut y avoir aucune excitation s'il n'y a pas au centre, et j'allais dire à l'exclusion de tout le reste du corps, d'où les problèmes en couple, le pied dans le rituel du fétichiste, qui a toujours un rituel assez précis. Hein, c'est très ritualisé. Je vous le disais, jamais vulgaire, Cécilia Como. C'est incroyable. En tout cas, Stan, vous êtes à peu près sûr que personne ne va vous renifler et lécher vos pieds, donc vous êtes assez tranquille. Parce qu'après avoir vu sa semelle, là, j'ai du mal à passer à autre chose. C'est comme les pieds de Sarah Cadour tout à l'heure. Merci Cécilia Como d'être venue parler sans tabou dans Bel et Bien ce matin. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, thérapeute de couple et sexologue. Et puis, je conseille votre livre qui s'appelle « J'ai envie, moi non plus, la délicate question de la libido dans le couple ». C'est aux éditions Albin Michel. Merci et à bientôt, Cécilia, j'espère. C'est Sarah qui Sarah Cadour qui veut encore mettre les pieds dans le plat. On se connecte. Sarah. Allô? Ouais, mon chou. Oui, elle est Agathe. Ouais, alors moi, l'hygiène de mes pieds, c'est un sujet très important, surtout après une longue journée à macérer dans mes bottes en cuir. Voilà pourquoi tous les jours, je demande à notre stagiaire de me préparer un bon bain de pied. Il me lime les ongles, il m'enlève les peaux mortes à la râpe à parmesan, le pied. Et j'en connais un qui devrait en faire autant, parce que niveau hygiène, ça laisse à désirer. Regardez, c'est la basket d'Ali. Et croyez-moi, ça sent le frometon, hein, sans. Non mais d'où elle sort ça? Voilà. Je vous l'avais dit. Hein, c'est faux. Bon, c'est faux. Ali a une hygiène douteuse et c'est pas le seul à qui j'ai créé cette réputation. Regardez, ça va, non? Oh, un petit direct en plateau de la régie, là, ils sont tous là. Oui, Ali Agathe, je suis en direct avec Saba. Saba qui m'a confié, malheureusement, avoir eu pas mal de problèmes aux pieds, corps aux pieds, ongles incarnés, oignons, ampoules et même des mycoses, jusqu'à avoir les ongles tout jaunes. Parlez-nous-en, Saba. Ça a été une vraie torture en fait. J'ai porté des chaussures trop serrées toute une journée et ça m'a fait des grosses ampoules. Les mycoses, Ouais, les mycoses aussi entre les doigts de pied. Ça met 2 mois à guérir. Voilà. Et parce qu'elle s'est rongée pendant longtemps les ongles des pieds. Alors racontez-nous. Ouais, ça a été une période très difficile dans ma vie, mais j'arrivais, j'étais souple et je me rongeais les ongles des pieds. Et ça, c'était tellement cool. Des panaris. Avant de venir, elle s'est rongée les ongles des pieds. Dans le métro, donc c'est pas évident. Non, tout le monde me regardait, mais c'était plus fort que moi en fait. Et donc si vous avez des solutions, je suis preneuse. Vous avez un ongle de pied encore là. Ah mince. Là. Voilà, fallait me le dire. Ouais. Bon, on compte sur vous pour aider Saba. Merci encore de votre solidarité. Ouais, c'est bon. Super, merci. Je suis désolée, parce qu'il fallait trouver un témoin qui avait des pieds vraiment... Je suis désolée, les gens ils vont croire que tu as les pieds pourris quoi, à cause de moi. J'assume. C'est pas grave? Ouais, j'assume. Saba, je rigolais. Je rigole. Je précise
qu'il ne s'agissait pas de mes baskets. Ali, il a peur que les gens prennent les choses au premier degré. Mais plus Moi on qui se partage ma justifie- loge avec Ali, on pourrait vivre dans ses chaussures. Ne vous inquiétez pas. Pierre Schlinger, Sarah a mis le doigt dessus. Elle dénonce quelque chose qui est très important. L'occasion pour nous de passer à votre dernier commandement pour prendre soin de ses pieds, c'est bien sûr l'hygiène. L'hygiène, c'est important parce que le pied, par définition, c'est une zone qui a besoin d'un peu plus d'attention. Déjà, ça commence par une toilette à l'eau et avec un savon doux tous les jours, parce qu'on transpire, parce que le pied est enfermé dans une chaussure. Vous avez vu vos semelles? Franchement, bon. Pardon Pierre, désolé. Je vous en prie. Donc voilà, on insiste bien sur la peau. On vient tapoter un petit peu entre les orteils sans frotter trop fort pour pas faire de fissures entre les orteils, surtout si on est diabétique. Si on transpire beaucoup, pourquoi pas un peu de talc régulièrement. On coupe les ongles régulièrement, ils poussent d'1 millimètre par mois, donc il n'y a pas besoin de le faire trop souvent. Il ne faut surtout pas le faire trop court. La plupart Pourquoi il ne faut pas le faire trop court? Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des ongles incarnés à répétition, parce que si vous coupez votre ongle trop à l'intérieur, trop en biais, ce qui va se passer, c'est que la peau qui était auparavant à côté de l'ongle va se rabattre sur cet espace qui était occupé par l'ongle, et à la repousse, il va y avoir un conflit entre la peau et l'ongle. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une coupe qui est pas trop courte, bien carré, on peut légèrement limer dans les angles et on va surtout pas faire quelque chose de trop précis. Pierre Schlinger, rassurez-moi, les patients qui viennent vous voir font quand même attention à leur hygiène de pied quand ils viennent consulter. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça m'étonnerait, pauvre. Bien sûr que si. Pas toujours. Alors, pas toujours. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que sur le siège, j'ai remarqué que la plupart des patients qui sont un peu dérangés de dire « excusez-moi, je reviens du travail, j'ai transpiré », c'est souvent d'ailleurs les gens qui sont au contraire les plus précautionneux, qui ont les pieds dans le meilleur état possible, alors que les gens qui au contraire sont tout à fait détendus, relaxés, sont eux qui mériteraient un peu plus d'hygiène. J'ai peur parce que comme je suis allée le voir en consultation, j'ai peur de ce Elle est de quel côté, Agathe? dis donc, c'est ça les vedettes? Super, Caron. Secret professionnel. Secret professionnel, mais bon, il faisait une drôle de tête. Pierre Schlinger, Stan va passer en revue avec vous les petits problèmes du quotidien qui affectent nos pieds. Ouais, alors le principe est très simple. 2 minutes chrono pour balayer un maximum de bobos et nous donner les solutions pour les traiter. Et comme 2 minutes c'est court, comme d'habitude, le buzzer pour remplir le temps si on a besoin d'un complément d'information. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, super, c'est parti. Alors, on commence avec beaucoup de glamour et ce colocataire indésirable qui s'invite dans la chaussure, le durillon. Et sa version évoluée, le corps au pied. À quoi est-ce dû et comment on s'en débarrasse? Lara, à parmesan, oui, non, ça fonctionne? Comment on fait? Alors, les callosités comme ça, c'est un excès de pression sur le pied, une réaction naturelle, la peau va s'épaissir. Plus elle s'épaissit, plus ça va rentrer dans la peau, ça fait un corps. Dans ce cas-là, on va essayer de changer de chaussure si ça appuie trop à certains endroits, mettre des semelles si c'est sous le pied, et surtout consulter un pédicure podologue pour retirer les callosités lorsqu'elles sont trop importantes, trop douloureuses. Un petit peu de râpe, mais sans excès. Pour on pas peut quand même développer. râper? Oui. Ok, très bien, c'est noté. C'est noté? On passe aux bobos des randonneurs du dimanche qui font à peine 300 pas le reste de la semaine et qui se lancent dans un marathon le week-end. Je parle bien sûr de l'ampoule. Est-ce qu'on fait comme nos grands-mères, enfin ma grand-mère qui l'éclatait avec une aiguille chauffée à blanc pendant que je pleurais à chaudes larmes? Alors, pas toujours. La première question qu'on se pose quand on a une ampoule, est-ce qu'elle est douloureuse ou pas? Si elle n'est pas douloureuse, dans ce cas-là, on n'y touche surtout pas parce que la peau au-dessus fait office d'un pansement naturel qui va éviter toute infection à l'intérieur. Si elle est douloureuse, dans ce cas-là, délicatement avec une aiguille préalablement passée à la flamme, bien désinfectée, on va percer, évacuer le liquide. C'est le liquide à l'intérieur qui, par pression, va créer la douleur. Ok, super. Toujours plus glamour. Les ongles incarnés. On y va rapide. On fait quoi? On se charcute nous-mêmes? On va voir un spécialiste? Comment on fait? On le sort nous-mêmes avec la paire de ciseaux? Ça vous est arrivé qu'une fois un ongle incarné, c'est un petit peu rouge, un antiseptique, 2 à 3 fois par jour, pendant 3 jours. Si ça continue, dans ce cas-là, on va consulter absolument un pédicure podologue. Ok, il nous reste 25 secondes. Le pied jacuzzi. J'entends les gens qui transpirent beaucoup des pieds. Un peu plus que la norme. Il faut... oui, l'odeur ne ment pas. Oui, alors, que peut-on faire pour que les pieds ne transforment pas en zone humide? On parle d'un traitement miracle qu'on appelle l'ionophorèse, sorte de gégène anti-transpi. Votre avis sur ce truc-là? La ionophorèse, c'est un courant électrique. On va mettre son pied dans de l'eau et on va faire passer un courant électrique à faible intensité. Ça resserre les glandes sudoripares. Ça marche assez bien. Ok, super. Pile dans les temps. C'est trop fort, ce Pierre Schlinger.
Merci beaucoup, Pierre Schlinger, Attendez, pour vos excusez-moi. conseils. Vous avez Le raison. mérite. Vous avez vu? Merci beaucoup, Pierre Schlinger, pour Ah, ça vos sent conseils. mauvais. Vous êtes podologue et je conseille à toutes et tous votre livre Prenez soin de vos pieds aux éditions De Bouc Supérieur. Qui est très complet. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, vous êtes tous les jours sur France Inter à 10h dans Grand Bien vous fasse. Mais est-ce que j'ai besoin de le rappeler que c'est sur France Inter tout ça. Et vous, Tout le monde Agathe? vous connaît, tout le monde vous écoute. Et vous, vous êtes sur France 2, évidemment, dans Ouais, Bel moi, et je Bien bouge pas. ensemble. Je change pas de à crème. 9h55 précis. Fidèle au poste. On se retrouve la semaine prochaine. Bah ouais, au même endroit, avec les mêmes personnes. Et d'ici là, Prenez soin de vous. merci. Bon merci. week-end. C'est le principal.